Alors, avant toute chose, comme il s'agit du premier épisode, il me semble important d'essayer de vous expliquer certaines règles concernant ce format. Un avis sûr, avec les 3 petits points, a pour but de vous partager ma vision d'un sujet au travers d'une œuvre, ou de vous partager une œuvre et d'essayer de vous l'expliquer au mieux par rapport à ma vision du monde. Ici, je m'attache à vous parler du débat, mais pas que, au travers du film Le discours d'un roi. Concernant le spoil, dans la mesure du possible, j'essaye de faire en sorte que le film ne soit pas une obligation pour que vous puissiez comprendre mon propos. Bon, après, je pense que le voir serait pas une mauvaise chose, mais bon, tout le monde n'a pas forcément le temps, l'envie, tout ça. C'est pour ça que s'il y a des passages qui ont besoin d'un peu plus de contexte, j'essaierai de l'apporter, en essayant de pas trop vous spoiler l'histoire, et j'espère vous donner envie de découvrir l'œuvre plus tard. Voilà, maintenant commençons. Alors je vous en ai parlé rapidement sur ma vidéo Reboot.log. Pendant ma longue absence, j'ai écrit pas mal de scripts sur des sujets qui m'intéressent beaucoup. L'un de ces sujets est le débat. Enfin, initialement je souhaitais plutôt en parler sur la forme de l'échange et le partage de connaissances. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était absolument pas le sujet que je souhaitais traiter en premier. Pour que vous puissiez comprendre au mieux, on va dire que le débat est le sujet D. Dans mes premiers scripts, pour que vous puissiez comprendre le D, j'avais besoin de vous expliquer le C, qui avait besoin de vous expliquer le B, et vous avez compris la suite. Dans le cas concret, le C, c'est l'échange et le partage. Le B, c'est la communication. Le A, on en parlera plus tard. Alors, vous êtes en droit de vous demander pourquoi parler maintenant d'un sujet que j'avais pas prévu d'aborder dès le début. Eh bien, en fait, c'est l'actualité. Alors, pour la petite explication, c'est la faute à Lé de la chaîne Science for All. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Lé est un vulgarisateur, c'est aussi un mathématicien. Il a fait de longues séries d'épisodes sur sa chaîne YouTube qui traitent du sujet de la démocratie, vu au travers de la théorie des jeux, ou encore une très longue série qui parle d'IA, de deep learning, etc. En bref, que des sujets passionnants. Des sujets qui me passionnent. J'en parlerai sûrement dans un épisode de Lien. Oui, c'est un teaser, ne me jugez pas pour ça. Bref, en début février, il lance une nouvelle série de vidéos sur le sujet « Débattons mieux ». Et il nous invite à... Bon, autant le laisser le dire lui-même. Si vous avez des idées compliquées à expliquer, lancez votre chaîne YouTube ou lancez votre podcast, et si c'est bien foutu, sans doute que je regarderai. Eh bien, me voilà donc aujourd'hui à vous partager un avis sur... Alors, si vous avez vu le film, vous vous demandez sûrement que quoi le discours d'un roi, débattons mieux, il est où le rapport? Alors, disons que pour le moment, juste... Je vous en prie, veuillez vous asseoir. On s'installe tranquillement, ça va bien se passer. Avant d'aller plus loin, je tiens juste à vous dire que vous avez parfaitement le droit de ne pas être d'accord avec moi. Ça serait presque souhaitable. Et c'est normal qu'on ne soit pas tous d'accord. De plus, si mes propos ne vous confortent pas dans vos certitudes, c'est aussi une très bonne chose. Indirectement, votre avis n'en sera que renforcé. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi et que vous trouvez mon raisonnement illogique, cela vous prouvera peut-être à vous-même que vos idées étaient pas si farfelues que ça. C'est en partie pour ça que c'est important d'écouter les arguments des autres. Mon but dans un avis sûr est juste d'essayer d'élargir la réflexion, de partir quelquefois dans des digressions plus ou moins intéressantes, et si possible sans qu'aucun de nous n'ait envie de dire de grossièreté. Merde. Putain, c'est un monde! Espèce de bâtard! Merde, fait chier, merde, fait chier, merde, et remerde! Vous emportez facilement. Ouais, d'accord, ok. Technique de manipulation, le faux libre arbitre. Alors ouais, en fait c'est ce que je viens de faire à l'instant, ce qu'on appelle le faux libre arbitre. Je vous informe que vous avez le choix, et par le simple fait de vous informer de ce choix, vous avez la sensation d'être plus libre, alors qu'en fait ce choix vous l'avez toujours eu. Pardon, je m'éloigne du sujet. Enfin, pas forcément.
Alors pour être certain de se comprendre au mieux, je vais vous partager ma définition du débat pour que vous puissiez mieux comprendre mon point de vue. Enfin, je l'espère. Débat vient du mot débattre, qui est lui-même composé du préfixe dé et du verbe battre. La magie des mots fait ce qu'elle est, et le préfixe dé peut vouloir dire plusieurs choses. D'un côté, il peut vouloir dire l'opposition, comme dans faire, défaire, installer, désinstaller, apprendre, désapprendre. Oui, désapprendre, c'est un verbe, ça existe vraiment. De l'autre côté, dé peut signifier un ajout d'intensité, comme dans tonner, détonner. Oui, tonner, c'est aussi un verbe, ça existe. Multiplier, démultiplier, battre, débattre. Du coup, de par son étymologie, débattre veut dire se battre avec intensité. Ce qui est assez raccord, enfin il me semble, avec les définitions de nos conversations de tous les jours. Petite anecdote, alors que j'étais en train d'écrire ce script, je partageais en même temps mon avancement et ma réflexion avec des amis. Et pour l'amusement, je leur ai demandé de me donner leur définition du mot battre. Bon, ça amuse comme un peu, ne me jugez pas, c'est pas bien. En gros, il en est ressorti que battre, c'est imposer une supériorité physique ou intellectuelle, échanger des coups, frapper ou subir une personne que du métal par exemple, vaincre ou gagner, ou entreprendre une action qui va dans ce sens-là. En résumé, on a toujours une personne qui se bat et un sujet qui subit ou échangera pour que la bataille soit possible. Le sujet peut tout aussi bien être une personne, des œufs, des idées, le courant, du vent, de l'eau, un violon. Non, le violon c'est pas pour ça. À noter que dans toutes les définitions, nous sommes toujours rattachés à une personne, pas forcément des idées. Cette définition me va très bien, et je pense qu'elle est tellement suffisante. Vous êtes sûrement en train de vous demander pourquoi je perds mon temps à vous parler d'une telle chose qui nous semble si usuelle, si futile, je dirais même triviale, si claire que l'on pourrait, à juste titre, se demander l'utilité d'une telle digression. Et à ceux qui osent se poser ce genre de questions, je vous répondrai: c'est quoi le rapport avec le discours d'un roi? Merde. Technique de manipulation, j'adore. Ici, c'est la diversion, le changement de sujet. Le but est de vous faire oublier que je viens de passer quelques minutes à... Oh, trop mignon le chat. Toi t'es mimi. Ouais, l'attention c'est une chose compliquée à capter. Et rester concentré demande des efforts. Soyez plus concentrés. Pardon. Allez, le cœur du sujet, le discours d'un roi. Ce film est basé sur une histoire vraie, celle du père de la reine Elisabeth II, celui qui deviendra le futur roi George VI, né Albert Friedrich Arthur George York. Merci Wikipédia. Le film commence en 1925, où son Altesse royale, que nous appellerons... Et pourquoi pas Bertie? Il doit faire un discours à la demande de son père seulement. Je viens de recevoir... de la part de sa majesté... Mais seulement il est bègue. Devant une telle mésaventure qui a bien eu lieu, il va, avec l'aide de sa femme, faire la rencontre de Lionel Logg. Un orthophoniste australien aux méthodes que l'on pourrait dire peu classiques. Lors de son premier entretien, Logg fait faire au prince un exercice qu'il enregistre, mais cela se passe pas très bien, enfin du point de vue de Bertie. Cela ne me convient pas. En 1934, le roi George, père de Bertie, présente ses vœux de Noël à la radio. Bertie l'accompagne. Le roi nous résume les presque 10 ans qui viennent de s'écouler et nous apprenons bien des choses. J'aime beaucoup cette scène. Le fils héritier Édouard ne semble pas être le préféré du roi en ce qui concerne la succession. Quelle insolence! À ma mort, je ne lui donne pas 12 mois pour se perdre en entraînant la famille et l'Empire. Qui ramassera les morceaux Et Hitler intimide la moitié de l'Europe, le maréchal Saline l'autre, seulement chez nous, qui se dressera contre le bruit des bottes et l'abîme prolétarien? Vous? Eh bien, avec un frère aîné qui fuit ses obligations, il va bien falloir vous plier à cet exercice. Allez, faites l'essai. Vous vous doutez de ce qui va se passer là? Voilà, crachez-le, mon garçon. L'une des merveilles de la science moderne. Prenez votre temps, formez bien vos mots soigneusement. J'ai la joie de pouvoir m'adresser... Soyez serein. Faites ce que je dis. En ce matin de Noël, crachez-le.
Suite à ça, le prince, pensant que Lionel s'était joué de lui, va écouter l'enregistrement qu'il lui a remis quelques années plus tôt. Vous mettez de la musique? Oui, oui. Dans ce cas, comment puis-je m'entendre parler? Voyons, de cerveau d'un prince, c'est forcément ce que fait sa bouche. Il semble que vous méconnaissiez les usages princiers. Hamlet, être ou ne pas être, telle est la question. Y a-t-il plus de noblesse d'âme à subir les frondes et les flèches de l'outrageuse fortune, ou à prendre les armes contre une mer de tracas, et à y mettre fin en s'y opposant, mourir, dormir, rien de plus, et par ce sommeil dire que nous effaçons les maux du cœur et les 1000 coups du sort qui sont le lot de la chair. C'est un dénouement... C'est sans espoir. Sans espoir. C'est magique. Enfin non, je dirais plutôt un tour de passe-passe. Par ailleurs, vous avez rusé. Rusé avec moi. On pourrait presque dire que c'est une manipulation. Concernant le film en général, je trouve que la direction d'acteur est extraordinaire. Le scénario prenant alors qu'il se passe pas grand chose objectivement parlant. La réalisation astucieuse, comme avec la scène où le père de Bertie raconte les 10 ans passés. En fait, ce film est dit académique. Mais je ne vais pas revenir sur ce qui a déjà été dit dans la très bonne vidéo Histoire d'Oscar que je vous invite à aller voir sur la chaîne YouTube ou les sons de production. Le lien dans la description, dans les fiches et tout ça, vous savez comment ça marche. Bref, ce qui m'intéresse ici, c'est de vous parler de débat et d'utiliser une œuvre pour appuyer mon propos. Ce qui est le principe d'un avis sûr. Donc bon, on a un film, une définition commune du mot et un chat. Oh putain, c'est quoi ce truc? Désolé. Ouais, ça va, c'est de l'humour ou pas. Enfin, c'est pas juste parce que moi je sais que cette image sera utilisée plus tard, ce qu'on appelle le setup payoff. Mais bon, moi comme je suis dans le futur de la vidéo, je sais, comme je l'ai dit dans l'introduction, j'ai beaucoup réfléchi au débat, l'échange, le partage de connaissances, tout ça. Et j'avais déjà en stock un petit échange qui va me permettre de mieux vous expliquer mon opinion. Dorian, tu m'as dit tout à l'heure que le débat, c'était né au XIIIe siècle. Pas au débat, mais je pense que la structure des débats en tout cas. Alors lui, c'est Dorian, et j'aime beaucoup son approche et l'échange qu'il a ici avec Teddy RS1. Alors pour ceux qui connaissent pas Dorian, c'était l'acolyte de Usul à l'époque de 3615 Usul. Pour ceux qui connaissent pas 3615 Usul, je peux plus rien pour vous. Mais bon, après vous faites une petite recherche, vous vous renseignez, c'est de la bonne... Alors pour que les choix soient les plus clairs pour tout le monde et dans un souci de transparence totale, je me suis permis ici de refaire un montage de leur échange dans l'unique but de rendre cette vidéo plus fluide et plus accessible pour vous. Mon but étant d'essayer de ne pas dénaturer leurs propos. Bon, je sais que normalement je devrais pas forcément intervenir ici, mais je me dois de le faire. Ici, on juge les propos de l'échange, pas les gens qui échangent. Vous avez le droit de ne pas aimer Dorian, vous avez le droit de ne pas aimer Teddy RS1, vous avez le droit de ne pas m'aimer. C'est votre choix. Mais ne jugez pas les propos par rapport aux a priori que vous avez sur eux. Écoutez les propos et jugez les propos. En résumé, on ne tape pas le facteur parce qu'il nous apporte une mauvaise nouvelle. On ne tape pas tout court en fait. Puis le facteur, il est pour rien. Il y a un truc parce qu'en fait à l'université de la Sorbonne, au XIIIe siècle, il y avait un exercice, 2 exercices philosophiques qui étaient très pratiqués, c'était la leçon et la question disputée. La leçon, c'était un gars qui choisissait un sujet et qui t'en parlait pendant des heures. La question disputée, c'était un gars tout seul qui répartissait équitablement la parole à toutes les opinions données sur un sujet et qui ensuite en faisait une synthèse. Tu donnes un temps de parole défini à chacun, mais ce qui fait que chacun a son temps de parole pour donner tout ce qu'il a, sans personne pour venir lui couper la parole, sans personne pour venir l'invectiver. L'idée derrière, c'est que justement le débat, il se fait dans les consciences, il se fait pas sur la scène, parce que ça se fait par monologue interposé. C'est quand quelqu'un a pu dire tout ce qu'il avait à dire et qu'une autre personne a pu dire tout ce qu'il avait à dire, que dans la tête des gens, eux, ils vont se faire se fighter les idées. En gros, on apprend ici l'origine du débat tel qu'on le connaît maintenant, et surtout qu'à la base, c'était un exercice philosophique. Par contre, je suis pas tout à fait d'accord avec le fait que le débat, ça se passe dans les consciences. Enfin si, c'est le mot débat qui me dérange ici, mais j'y reviendrai plus tard. Bougre d'enculé, foutre merde! Entrez dans votre maison pour vous parler personnellement. Oui, ne t'inquiète pas, je vais revenir vers toi, très cher film. Tu te calmes. L'origine du débat, c'est important. Mais il est tout aussi important de savoir qui le met en place et pourquoi. La Sorbonne, c'est une école, donc c'est une école qui est dans le 13e arrondissement maintenant.
et qui, à la base, c'était une école religieuse. C'est ça, c'est une des premières universités en Europe. Avant, en fait, ils dépendaient de l'église, donc c'était dans les églises que se faisait l'éducation. Et un jour, il y a des moines qui se sont dit, rien à foutre, on veut plus que ce soit dans l'église qu'on réfléchisse à tout ça, on veut avoir un lieu qui est fait pour réfléchir. Ils réfléchissaient qu'à la religion ? À la théologie en première. Mais du coup, pour réfléchir à la théologie, ils faisaient plein de choses. Ils considéraient que, par exemple, c'était la philosophie, c'était le chariot qui était conduit derrière la théologie. Donc eux, ce qu'ils voulaient au final, c'était parler de Dieu, mais pour ça, ils avaient besoin d'outils, et notamment d'outils intellectuels. Et c'est les invasions arabes de l'Espagne qui leur ont apporté ça. Parce qu'il y a des philosophes arabes comme Averroès, etc., qui avaient fait traduire les philosophes grecs, ce qu'avaient pas du tout fait les Occidentaux. Et c'est revenu par les invasions arabes de l'Espagne, etc. Et du coup, les gens se sont dit, mais ça nous donne des cadres pour penser, et si on arrivait à appliquer ça à la religion, la religion, ce serait sûr, ce serait plus la vérité juste parce que c'est dans le bouquin, ce serait la vérité aussi parce qu'on a vérifié, parce qu'on a réfléchi au sujet. Une fois que les gens de la Sorbonne donnaient la vérité, voilà. Est-ce qu'elle était inscrite quelque part et est-ce qu'elle faisait foi est-ce qu'elle devenait règle ? Forcément, parce que là on est dans les logiques religieuses, donc il y a des logiques d'autorité. Le docteur de la foi, que ce qu'il donne, c'est la vérité. Puis, quelques siècles plus tard, révolution, on sépare les pouvoirs, ce serait plus judicieux de dire qu'on les distribue autrement, et c'est pas le sujet aujourd'hui. C'est les profs qui ont remplacé les prêtres. Pourquoi est-ce qu'on a appris à faire le plan en 3 parties en philosophie ? Le pour, le contre et la synthèse. Thèse, antithèse, synthèse. C'est parce que c'est comme ça que ça se passe dans une élection présidentielle. T'as un gars qui est d'accord, un gars qui est pas d'accord, et toi tu dois prendre une décision pour savoir pour qui tu votes. C'est des mécanismes de pouvoir appliqués à la pensée. C'est ça. On s'est dit on va former des citoyens qui peuvent voter à des échéances électorales de mandats représentatifs. Et du coup, on a formé les gens à penser comme ça aussi. L'école de la République, c'est une école qui forme à être un citoyen républicain, tout simplement. C'est ça. Donc, le schéma télévisuel du débat contradictoire est une propagande pure, rien que dans les règles du jeu. Mais c'est parce que les règles du jeu, elles sont baisées que ça marche pas. Parce qu'il y a des idées qui passent plus facilement que d'autres, du coup, dans un règle comme ça. Hop. N'avançons pas trop vite. Avant la télévision, il y a eu la radio. Et il serait bon de savoir ce qu'en pensait notre roi Georges V. Je n'y arriverai pas, je crois. Cet engin diabolique va tout changer pour nous, prenez garde. Autrefois, il suffisait à un roi de paraître en uniforme et de ne pas tomber de son cheval. Aujourd'hui, la technique nous impose de nous inviter chez les gens et de les charmer. Toute notre famille en est réduite à singer les plus viles créatures qui soient. Nous voilà désormais des acteurs. Et oui, il faut vivre avec son temps. La radio a changé les règles du jeu. À partir de cet instant, la noblesse et les dirigeants ont dû s'exprimer au peuple. Et c'est sûrement pas pour rien qu'en France, après la Deuxième Guerre mondiale, l'ensemble des radios privées ont été privatisées pour devenir la radiodiffusion française, la RDF, qui deviendra la RTF à l'arrivée de la télévision, pour finalement s'appeler l'Office de radiodiffusion télévision française, qu'on connaît un petit peu plus sous le nom de ORTF. Toute chose évolue, et c'est la même chose pour le débat. En France, par exemple, le premier débat présidentiel télévisé était celui de François Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing en 1974. De ce débat, on retient surtout la longue tirade de Giscard. D'abord, je vais vous dire quelque chose, je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Ce qui m'a frappé, ce qui me frappe dans ce débat, M. Mitterrand, je vous le dis très simplement, c'est que vous êtes un homme du passé. C'est ce qui m'a frappé. J'aurais souhaité que nous parlions de l'avenir. J'aurais souhaité 3 fois. Je ne peux pas parler de l'avenir avec vous. On a l'impression que l'avenir, ça ne vous intéresse pas. Et dans cette élection présidentielle, si je représente quelque chose, si je crois à quelque chose, c'est à l'avenir de la France. C'est ça qui m'intéresse. Vous êtes un homme du passé. En faisant passer son adversaire pour un homme du passé, il a réussi à se faire passer pour quelqu'un de moderne et humaniste, et nul doute que ça l'a aidé à gagner l'élection présidentielle cette année-là. En 1981, même joueur joue encore, et Mitterrand a bien préparé son offensive. Mais je n'aime pas beaucoup cette méthode. Je ne suis pas votre élève, vous n'êtes pas le président de la République ici, vous êtes simplement mon contradicteur, oui, et j'entends bien... Non, pas de cette façon-là. Vous ne voulez pas parler du passé, je comprends bien naturellement, et vous avez tendance un peu à reprendre le refrain d'il y a 7 ans, l'homme du passé. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle vous soyez devenu, vous, l'homme du passif. Et le gagnant sera Mitterrand cette fois. Alors pour ceux qui aiment les petites phrases de sniper, on va se le dire entre nous, c'est un régal. Petite information comme ça, avant 1974, il n'y avait pas de débat entre les 2 tours. Je ne saurais pas dire c'est mieux ou moins bien, j'en sais rien du tout. Je vous donne juste l'information, vous en faites ce que vous voulez. À partir de là, à chaque élection, on a eu notre petit lot de punchline bien croustillante. Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre, et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes
2 candidats, à égalité, et qui se soumettent au jugement des Français, seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Au-delà du petit plaisir de la vanne bien placée, ce que je trouve dommage, c'est que finalement j'ai l'impression que ce sont uniquement ces choses qui restent dans l'histoire. Et les médias le savent très bien. C'est pas pour rien qu'en 2017 on a eu droit à un débat sur les primaires des 2 grands partis majeurs de l'époque. Un débat sur les 5 candidats majeurs, puis 11, puis... Bref, du spectacle pour le spectacle et pas ou peu de fond. Dans le débat télévisé où tout est minuté parce qu'il y a la page de pub à la fin, dans un débat où tout le monde s'engueule et où tout le monde s'insulte, t'en viens parfois même à oublier pourquoi les gens sont pas d'accord. Le gars qui dit Saddam Hussein c'est un dictateur, il faut le bombarder, t'as pas besoin de 20 minutes pour convaincre les gens de cette idée-là, c'est un truc, c'est la logique du bon sens. Par contre, pour contre-argumenter à ça et expliquer que c'est plus compliqué que ça, t'as besoin de vachement plus de temps. Donc forcément, il y a des idées qui sont favorisées par les règles du jeu aussi. Le cadre que tu mets à ton débat, il va favoriser l'émergence de certaines idées et ce qu'on appelle les effets de cadrage. Moi qui suis en train de vous faire une vidéo sur le débat en remontant un échange qui parle du cadrage, quand j'entends parler de cadrage, ça me parle. C'est-à-dire que les effets de cadrage, c'est quand tu as mis un cadre et que ça empêche certaines idées d'arriver. Et c'est une forme de manipulation qui est en fait assez très 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 fortement utilisée, notamment dans le milieu politique, et dont il y a peu de gens qui parlent. Alors que c'est des trucs qui sont connus dans les biais cognitifs, les effets de cadrage. Si par exemple, tu passes ton temps à répéter que les manifs c'est une prise en otage, et qu'ensuite tu vas faire un micro-trottoir. Les gens ils sont frustrés de ne pas avoir eu leur train, ils ont l'habitude d'entendre prise d'otage, qu'est-ce qu'ils vont utiliser comme mot ? Prise d'otage. Ah, une petite tupiote. Oui. Encore une technique de manipulation. L'effet de cadrage, c'est important, et dans n'importe quel échange. Ici par exemple, et surtout parce que je me permets de remonter l'échange de Teddy et Dorian, je vous invite à ne pas croire mon interprétation des propos tenus par Dorian. Et oui, à partir du moment où je fais le choix de certains moments de leur échange pour appuyer mon propos, je mets un cadre à certains moments de leur échange, je fais un focus. Et c'est en ça que j'en fais mon interprétation. Alors allez voir la source, faites-vous votre avis. Si vous acceptez mes propos tels quels, votre confiance inconditionnelle me touche, mais il faut avoir à ce moment-là conscience qu'il peut y avoir manipulation. En plus, cette manipulation, elle n'est pas forcément consciente. Je pourrais très bien le faire dans le but de me créer ce qu'on appelle un biais de confirmation. Enfin bref. Pour éviter toute forme de manipulation, il est important de... On peut voir ça comme des règles du jeu. Les règles du jeu, leur but, c'est d'induire des comportements chez les gens. Quand quelqu'un construit des règles du jeu, c'est se dit, les joueurs ils vont se comporter comme ça. Donc une fois que tu vois tout sous forme de règles du jeu, tu dis bah oui, mais les gens ils se comportent comme ils se comportent parce qu'on leur a imposé des règles. La règle du jeu du capitalisme français, c'est quoi ? Les gens qui ont la capacité d'accumuler, déjà. En fait, le principe de base du capitalisme, c'est qu'on met pas de limite à l'accumulation. Mais si tu mets pas de limite à l'accumulation, forcément tu vas accumuler sur le dos des autres. Donc forcément c'est le jeu de celui qui est le plus rusé pour accumuler. Mais des jeux équilibrés, c'est des jeux comme les échecs. C'est-à-dire que tu sois blanc ou que tu sois noir, tu pars avec les mêmes pièces qui ont les mêmes mouvements. Comprendre les règles du jeu. Alors, je vais vous passer un extrait assez long. Il spoil pas grand-chose sur l'histoire et au niveau du contexte, le propos se tient tout seul. David, j'ai cherché à te voir dernièrement. J'ai été fort occupé. À quoi ? À faire le roi. Vraiment. Faire le roi est un métier hautement risqué ces temps-ci. Où est le tsar ? Où est notre cousin Willem ? Tu es bien lugubre. Faire le roi est congédier 80 domestiques et couvrir Wallis de perles alors que le peuple défile en Europe avec le Cesse drapeau de te lamenter. Herr Hitler s'occupera d'eux. Qui s'occupera de Herr Hitler ? Oui, ce maudit 1923. Avoir mis cette femme chez notre mère, c'est une honte ! Bon, déjà, il n'y a pas de doute, hein. On est bien dans un débat. Bertie souhaite faire comprendre l'importance des responsabilités à son frère, nouvellement devenu roi, mais ce dernier a mieux à faire. Hein. Un exemple de technique de manipulation, ici, on a le changement de sujet. Bertie parle d'un sujet qui lui semble important, et son adversaire lui montre qu'une bouteille de vin a plus d'importance que l'avenir de l'Europe. Absurde. Mais oui, mais ça fonctionne puisque Bertie perdra son sang-froid. Et un peu plus tard... Si tu étais un homme du peuple, sur quoi pourrais-tu te fonder pour pouvoir régner ? Tu as donc relu notre fichue constitution. Je t'engage à le faire. Nous y voilà, n'est-ce pas ? Tu l'as potassé. D'où l'assiduité au cours de diction. Ces temps-ci, c'est le scoop dans les salons à la mode. On fait...
Aspires-tu à un plus vaste auditoire, Bertie? Tu dis? Je suis désolé. Petit frère veut faire choir grand frère de son trône. Positivement moyenâgeux. Une diversion, en plus en forme d'attaque, c'est pas beau ça. Un joli coup, hein, histoire de montrer qui parle le mieux. Ah oui, je vous ai pas encore parlé du truc le plus utile à manipulation, l'art oratoire. À l'occasion du grand rassemblement des masses d'hommes en uniforme offrant un spectacle stupéfiant et inimaginable ont écouté comme envoûté la parole du Führer. Ein Vorführung zu eigener Arbeit, zu eigenem Fleiß, eigenen Schlossheit, eigenen Trotz, eigene Beharrlichkeit. Wann werden wir wieder emporsteigen? Genau! Père? Dites-moi, père, que raconte-t-il? Je l'ignore, mais il me semble qu'il le dit plutôt bien. Il le dit plutôt bien. Celui qui a le plus de chances de se faire comprendre est encore celui qui parle le mieux. Malheureusement. Alors c'est ici que je me dois de faire une petite aparté. Je suis désolé de la longueur de ma démonstration, mais je vous l'assure, tous les mots ont été choisis avec la plus grande attention possible. Chaque digression a son importance. Mais résumons rapidement. Nous avons une définition étymologique du mot débat. Nous avons une historique de l'évolution du débat. Nous avons quelques exemples dans un film et quelques définitions de manipulation. Il ne me reste donc plus qu'à vous partager mon avis. Pour moi, le débat n'apporte rien. Oh, je sais, c'est un peu abrupt dit comme ça, mais laissez-moi une chance d'aller au bout de ma réflexion. Le débat est un échange, et ce dernier a pour but de définir un vainqueur et un vaincu. Au pire, on parle de match nul. De plus, on pense avec des mots. Oui, je sais, je vous lance cette phrase comme ça, sans aucune préparation. J'y reviendrai plus tard, enfin, j'y reviendrai une autre fois. Du teasing, encore du teasing. Oh là là. Oui, c'est le mot du futur là. Je dois reprendre la main un petit peu parce que je dois vous l'avouer, c'est compliqué. Tout à l'heure, je vous ai fait ce schéma avec le ABCD, en vous disant que le A, j'y reviendrai plus tard. Ben, nous y voilà. On pense avec les mots, c'est le A. Il est prévu que j'en parle, mais je vais pas le faire dans cette vidéo. Promis, c'est prévu, et pour tout vous dire, c'est le sujet du prochain Un avis sûr. Alors pour ne pas trop vous perdre, juste essayez de faire ce petit exercice de pensée. Essayez de penser un échange avec une personne, sans mots dans votre tête. C'est pas facile, hein? En fait, il semblerait que ce soit dû au fait que on pense avec des mots. Le A est donc la pensée, le B la communication, le C l'échange et le D le débat. Oh bah des débats, c'est le hasard en fait. Hein. Et dans mon esprit, voilà comment je pense les choses. Le B c'est la communication qui englobe toutes les formes de communication possibles, qu'elles soient verbales ou non verbales. Le C c'est l'échange qui lui aussi peut être fait de forme verbale comme non verbale. Et le débat, notre D, est une forme d'échange. Ouais, j'y vais peut-être un petit peu fort avec mon le débat n'apporte rien. C'est presque aussi une technique de manipulation. En fait, je fais exprès de taper fort pour essayer de raviver votre attention. Mon avis est plus nuancé que ça en fait, et c'est pour ça que cette vidéo m'a demandé beaucoup de temps. Ce que je reproche au débat, c'est... vous vous souvenez tout à l'heure, quand Dorian a dit... Parce que ça se fait par monologue interposé, c'est quand quelqu'un a pu dire tout ce qu'il avait à dire, et qu'une autre personne a pu dire tout ce qu'il avait à dire, que dans la tête des gens, eux, ils vont se faire se fighter les idées. Je vous ai dit que j'étais pas totalement d'accord. En fait, c'est le mot débat qui me pose problème ici. Je préférais qu'on utilise le mot échange, et là je serais d'accord avec lui. En fait, c'est en ça où je suis pas d'accord avec le mot débat. Je pense qu'il est impossible de comprendre un débat si avant d'écouter ce débat, on n'est pas déjà un spécialiste ou au moins déjà quelqu'un de relativement bien informé sur le sujet qui est abordé dans le débat. Je l'ai dit tout à l'heure, le débat a pour but de définir un vainqueur et des vaincus. Je vous ai aussi dit, on pense avec des mots. Je vous ai défini ce qu'est le débat. Alors, si une personne a cette définition en tête, de par son apprentissage de la vie de tous les jours, qu'elle sait qu'elle va regarder un débat, il va se passer quoi selon vous? Ben, elle va distribuer des points,
Elle va avoir envie de dire si telle ou telle personne a gagné. Parler de débat, ajouter un effet de cadre à l'échange. Et c'est en ça où je dis que le débat est limitant. Je pense que, globalement, dans beaucoup de cas, le débat est une chose à proscrire. Enfin, le débat tel qu'on le connaît maintenant. Surtout s'il implique une masse de gens trop importants. Je m'explique rapidement. Vouloir débattre avec vos voisins dans une copropriété pour savoir si dans le jardin il faut mettre des rosiers ou des pétunias, c'est pas une mauvaise chose. Tout le monde arrive plus ou moins à se faire un avis de l'impact qu'il pourrait y avoir dans les espaces communs. Par contre, vouloir débattre à deux devant des millions de gens qui n'ont pas les connaissances pour comprendre les tenants et les aboutissants, je pense que c'est un problème. Je pense que c'est dangereux. Ce que je trouve dangereux ici, c'est que les débatteurs, eux, sont des professionnels de la chose. Les outils du débat, ils les connaissent. Alors, leur apporter du crédit, faut faire attention. Les outils, nous en avons vu quelques-uns. C'est la manipulation, c'est l'art oratoire, c'est la connaissance des règles du jeu. Et encore, je ne vous ai pas parlé d'arbitre et sur le fait qu'ils peuvent être potentiellement biaisés. C'est compliqué l'arbitrage. Mais revenons rapidement sur chaque point. La manipulation. On est bien d'accord, hein, il y a manipulation qu'à partir du moment où vous ne vous en rendez pas compte. À partir du moment où vous vous en rendez compte, c'est une tentative de manipulation. Ou alors vous pouvez vous en rendre compte bien plus tard. Et je vous en ai exposé quelques-unes techniques de manipulation. Changement de sujet, libre arbitre, mais il y a aussi les attaques à la personne, ad nominem et ad personam. Et bien d'autres, comme l'homme de paille, etc. Petit moment culture, on n'est plus à 2 minutes près maintenant. L'ad nominem, c'est le fait de prendre les propos de son adversaire, de les déformer ou de leur retirer le contexte, et de le renvoyer à votre adversaire, dans le but de discréditer son propos. Exemple avec Mitterrand et l'homme du passif en reprenant Giscard, l'homme du passé. L'ad personam, c'est le fait d'essayer de discréditer directement l'adversaire dans le but de faire croire que le fond de son propos est tout aussi peu crédible que la personne. Ou encore renvoyer la personne à son statut comme étant une personne non qualifiée, ou en tout cas moins qualifiée que vous. Et là aussi, encore une fois, on a Mitterrand et son « je vous ai parfaitement compris, monsieur le Premier ministre ». L'art oratoire. Tout à l'heure, je vous ai sorti un extrait d'Hitler pour vous montrer la force de l'art oratoire. Parce que oui, autant Hitler était une personne abominable, autant il n'était pas mauvais en ce qui concerne la communication. Bref, je suis en train de vous faire un gros point Godwin. Alors pour rappel, le point Godwin vient de la loi de Mike Godwin qui dit que plus une conversation dure longtemps, plus la probabilité d'y trouver une comparaison impliquant les nazis et Hitler s'approche de 1. Mais je vais pas vous le cacher, hein. Je savais très bien que j'en arriverais là. Et j'avais 2 choix. Trouver un autre film pour illustrer mon propos, ne pas faire de lien avec Hitler. En fait, j'ai fait un 3e choix. Vous savez, celui qui est en dehors du cadre. J'ai choisi d'assumer mon intuition et de vous parler du débat au travers du discours d'un roi avec un gros point Godwin dedans. En plus, ça résonne bien, je trouve, avec ce que j'ai pu dire jusqu'à maintenant. Digression comprise. Entre nous, vous trouvez pas ça absurde de pas pouvoir parler d'un sujet important sous prétexte que le point Godwin est devenu une classification pour ironiser des propos? Si par le fait que la culture populaire a fixé la règle que point Godwin égale absence de référence égale propos non intéressant égale moyen de se moquer de l'adversaire égale lol XD, t'es trop nul, t'as pas d'argument quoi. Alors, c'est que les règles du débat, les règles du jeu nous limitent bel et bien à penser dans le cadre. Si c'est le cas, alors celui qui a le plus de chances de gagner le débat est celui qui connaît le mieux les outils. Et l'art oratoire pour moi c'est le best, c'est le patron. En fait, faire passer une idée, c'est pas toujours facile. Alors si on ajoute le fait d'être bègue, qu'on ajoute une notion de stress due à la confrontation du débat, comme je le disais tout à l'heure, pour moi le débat, c'est de fait limiter les échanges possibles. En gros, c'est laisser des gens qui ont marqué l'histoire, comme le roi George VI en dehors. Et ça marche tout aussi bien pour d'autres personnes, comme Stephen Hawking et son handicap, John Nash et le fait qu'il était autiste. En fait, c'est exclure de la possibilité d'un débat des personnes qui ne sont pas dans la norme. Mais j'y reviendrai plus tard. Bon, je suis désolé si jusqu'à maintenant mes propos ont été quelque peu brutaux, vifs. Je vais donc essayer d'apporter un petit peu de contraste dans ma conclusion. Un peu de positivisme ne nous fera pas de mal. C'est vrai que pour le moment, je donne un peu l'impression d'avoir envie de tuer dans l'œuf la démarche de lait. Alors qu'en fait, c'est pas le cas. Il n'en est rien. Je dirais même que c'est l'inverse. Je suppose que le désir de lait est surtout de donner envie aux gens d'apporter de la bienveillance dans leurs propos. Essayer d'écouter plus, d'écouter mieux, de penser plus.
Parce que suivre une pensée, c'est compliqué en fait. On est facilement distrait, on a une mauvaise mémoire, on a des biais cognitifs de ouf qui fait que parfois on pense des trucs sans savoir pourquoi on les pense. Mais donc, pour être conscient de tout ça, ça a besoin de temps. Et t'as besoin de dérouler une pensée sur un temps long qui va plus loin que le quart d'heure souvent. Ça prend du temps. Et je pense que c'est justement ici qu'est le problème du débat en général. On n'est pas tous égaux devant le temps libre. C'est pour ça, je pense que le débat est autant suivi et donc autant proposé par les médias. Après tout, moi compris, on n'a pas le temps et les capacités de devenir des experts dans tous les domaines qui sont débattus. Cependant, si vous n'avez pas le temps d'apprendre, de comprendre ou de vous faire expliquer un problème, vous avez tout à fait la possibilité de ne pas juger et d'apporter de la bienveillance à l'échange. Ça, tout le monde peut le faire. On parle souvent de suspendre son jugement. Comprendre et surtout admettre que dans certains sujets, nous sommes ignorants. Admettre notre absence à comprendre tel ou tel problème. Si un jour vous découvrez un sujet qui vous rend curieux, alors essayez de prendre du temps pour approfondir vos connaissances. Et après, si c'est possible, prendre le temps de les partager. C'est important la curiosité, c'est un très bon moteur de motivation. Et le partage, c'est le meilleur moyen pour faire naître la curiosité chez les autres. Avant d'en finir avec cette vidéo qui est déjà beaucoup trop longue, je tenais à revenir sur un point rapidement. Je sais très bien que j'aurais pu prendre un autre film pour vous expliquer mon propos. J'aime m'attarder sur ces gens hors normes. Et en dehors du fait de pouvoir vous parler de débat, je vous parle aussi d'une personne qui doit lutter pour se faire comprendre, se faire respecter alors qu'elle vit dans le même monde normé que les autres. Ici, la vie d'un bègue qui doit se surpasser pour faire plus que d'autres dits normaux. J'aime bien essayer de voir la vie sur ce spectre-là et essayer de remettre en cause ce qui est si simple, si habituel pour la masse des gens, moi compris. Remettre en cause ce que je pense savoir. En gros, comprendre que ceux qui ne sont pas dans la norme sont ceux qui permettent de normer les normaux. Mais j'y reviendrai certainement dans une autre vidéo. J'adore la courbe de Gauss et les implications qu'elle peut avoir. J'adore ça. Oui, il y a encore du teasing, je suis désolé. Ne me jugez pas, on l'a dit tout à l'heure. Bon, je pense que vous avez compris mon avis concernant le débat tant mieux. Mais je le redis. Je partage le point de vue de Lé sur le pourquoi il souhaite faire cette série. Ajouter de la bienveillance dans les propos, dans les échanges. Prendre du recul sur ce que l'on pense savoir. Mais surtout vous expliquer à ma petite échelle mon point de vue sur ce qu'est le débat. Bref, si j'avais le pouvoir de changer le débat tant mieux, j'opterais personnellement pour un échange bienveillant. Mais ça a finalement que peu d'importance sur le fond. Je partage le même désir que Lé concernant l'envie de voir des échanges plus constructifs. Bon, je vous l'accorde, c'était long et pas facile. Mais j'espère avoir réussi à vous partager mon avis, qui est juste un avis. C'est intéressant, moi j'aime bien les gens qui se posent des questions débiles et qui mettent beaucoup d'efforts à réfléchir là-dessus. Mais moi aussi je t'aime bien Dorian.